Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je suis ravie donc d'être avec le docteur Franck Scola. Bonjour Audrey Jason. Bonjour à nos compatriotes des Caraïbes. Alors, en quoi T-Sweetie correspond donc, contribue donc au développement du bilinguisme chez l'enfant? Moi, j'ai beaucoup aimé T-Sweetie. D'ailleurs, je vous en félicite. Je trouve que c'est une étape intéressante dans votre cursus personnel, donc de professionnel de la didactique des langues et particulièrement donc sur l'anglais. Donc, en fait, je pense que vous avez allié euh, plusieurs de vos compétences, pas seulement celles acquises sur les bancs d'une fac, n'est-ce pas? Tout à fait. Puisque vous ciblez vraiment la population des parents et enfants des Caraïbes. Donc, Tiswiti est un personnage absolument adorable. Elle est bien mignonnette, la petite fille. Les enfants des Caraïbes s'y identifient volontiers avec ses yeux écarquillés, très curieuse. Vous avez vraiment considéré le rôle déterminant du jeu chez l'enfant pour son développement du langage. Et vous n'avez pas fait de la langue une finalité, puisque l'objectif, c'est de créer un bel langagier. Donc, on réussisse, grâce à T-Sweetie, à éveiller la curiosité. Et à ce moment-là, vous avez prévu dans les scénarios tout ce qu'il faut pour aider l'enfant à comprendre et à connaître d'ailleurs d'autres groupes humains, d'autres fonctionnements sociétaux. J'ai beaucoup aimé le passage où il y a une explication sur le fait que dans la majorité des pays anglophones, le volant n'est pas à gauche mais à droite. Tout à fait. Au plan mnésique, grâce à la répétition, grâce à l'intérêt soutenu de l'enfant, vous permettez un stockage plus grand d'informations et en plus en y associant la notion de plaisir, mais évidemment de besoin pour continuer à suivre le cours de l'histoire. Évidemment, en faisant appel à l'imaginaire de l'enfant, on peut être que gagnant face au risque de fatigue dans l'attention, la fluctuation de l'attention chez l'enfant. Également, permettre de connaître les grands thèmes dans la langue. Et là, c'est intéressant parce que la langue n'est pas objet du savoir, mais outil du savoir. C'est un bon moyen d'appropriation de la langue et de faire que cette langue s'inclue en même temps dans le développement affectif de l'enfant et dans son accès à des connaissances autres que lexique, syntaxe, grammaire. Cette passerelle entre les Caraïbes et les pays anglophones que vous avez fait en choisissant le phénotype des personnages. Donc, les apports sont des apports acquisitifs, non seulement langagiers, mais également linguistiques. Et donc, linguistique dans le langagier, la langue dans le langage. Elles permettent la rencontre avec l'autre. Donc, pour le développement social, c'est intéressant parce que la rencontre avec l'autre, dans sa différence, dans son altérité, dans sa diversité. L'avantage pratique, c'est que c'est facile à transporter. Donc, on envoie un exemplaire derrière vous, d'une exploitation très facile dans le train, donc facile à appliquer. Et ça ne nécessite pas beaucoup de temps, ni un cadre très difficile à élaborer. Parce que les apprentissages explicites avec les petits-enfants, c'est peine perdue. Ça peut être partagé en duo, ça peut se faire en groupe. L'enfant ensuite seul peut s'adonner à des révisions, des révisions comme un enfant pourrait les faire quand il le fait tout seul. Ça peut être un prétexte pour le pré-endormissement, pour la sieste, pour un temps récréatif. Au niveau de la phonologie, je dirais que ça aide à la discrimination auditive et phonologie. Pour une fois que discrimination est utilisée avec une connotation positive d'ailleurs. C'est bien, c'est important. Une bonne discrimination et la reconnaissance des phonèmes qui sont différents dans toutes les langues. Et l'enfant, le petit enfant, arrivera avec plus de curiosité, on arrivera plus à susciter sa curiosité que chez l'adolescent, des études ont démontré, sur des phonèmes qui n'existent pas dans sa langue. Bien. La familiarisation alors avec ces autres phonèmes, la mémorisation de ces phonèmes, mais également des syllabes, puis des mots, puis des phrases et des expressions. L'association du geste, ça j'aurais dû le dire quand même, mais tel qu'on le voit dans les vidéos animées que vous avez faites, qui sont d'une grande qualité, qui sont très attractives même pour les papas. L'association du geste à un mot, c'est extrêmement rentable. Et ça porte un nom en pédopsychiatrie, c'est la conceptualisation et la contextualisation de la langue, en associant à
à un mot, un lexique d'une autre langue, un contexte ou bien une action ou bien un objet. Donc, bravo. Et puis, voilà, j'aime beaucoup T-Sweetie. Merci, merci. C'est vraiment très gentil, ça me fait plaisir. J'ai pas arrêté de sourire d'entendre un professionnel, un expert me dire autant de bien de T-Sweetie. J'y ai mis tout mon cœur. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon énergie. Donc, je suis ravie d'entendre que ça, l'objectif est atteint, que ça contribue au bilinguisme chez l'enfant par plusieurs aspects, audio, écrit. Je suis ravie. Oui, mais il ne faut pas vous arrêter là. Pas du tout, pas du tout. C'est pas de mon intention, c'est pas de mon intention. La seconde aventure sortira au premier trimestre 2019. Donc, je continue sur la même lancée. Il y a plein d'aventures qui sont prévues dans les îles, mais aussi dans les pays anglophones. Et face à un retour aussi positif d'un expert, d'un professionnel, ça donne envie de continuer, d'aller bien plus loin. Donc, C'est ça. Là, vraiment. En revanche, il faut quand même passer par une formation des parents. Vraiment leur dire que si l'objectif, c'est pas l'éveil linguistique, mais l'appropriation d'une langue, hein, une éducation bilingue, il faut quand même se lancer dans un effort soutenu et durable avec voilà, une vie dans la langue, avec des moments de vie dans la langue et non pas seulement dans des temps récréatifs. Parce que sinon, on n'est pas dans le bain linguistique, mais dans l'immersion, tout à perçue comme, perçue comme artificielle. Et donc, en tout cas chez l'enfant, pas aussi bénéfique que ce que ça le serait si, voilà, comme on le disait en début d'entretien, on avait cette véritable réponse aux besoins, à l'envie. Alors, je vous laisse faire le mot de la fin et nous parler donc de vos écrits sur l'enfance bilingue. Alors, concernant mon livre Comprendre et accompagner l'enfance bilingue, donc dans la version française, la première version est parue en 2015. On est déjà à, je crois, 12 000 exemplaires dans 5 langues, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et vient d'arriver le petit frère en russe. Parfait! Il est distribué par Hachette Monde dans 52 pays. Et en fait, il correspond à une mission que je m'étais fixée quand je m'apercevais que finalement, c'était les acteurs, ceux qui avaient le plus besoin de connaître les acquis de la recherche sur l'enfance bilingue, qui finalement perpétuaient les idées reçues sur l'enfance bilingue. Et en premier lieu, les enseignants des classes bilingues. Donc, ouais, et donc tous ces trésors de la recherche sur l'enfance bilingue dans plusieurs disciplines, en psychiatrie développementale, en sociolinguistique, en psycholinguistique, en sciences de l'éducation, j'en ai fait une dissection et puis j'ai récupéré ça pour en faire, et puis également avec ma pratique clinique, également avec ma pratique en médecine scolaire. Je me suis efforcé de fournir aux parents, aux enseignants et aux soignants le minimum à savoir pour mener à bien un projet d'éducation bilingue en faisant quelques rappels notionnels en début de livre, puis en déconstruisant certaines idées reçues, encore foisonnantes sur le sujet, en abordant la question du développement cognitif, du développement identitaire, de la sociologie également, puisqu'il y a toute une sociologie autour de l'enfance bilingue. Elle ne correspond pas seulement aux enfants nés comme ceux de Guadeloupe dans un territoire où plusieurs langues cohabitent, mais parfois c'est du fait d'une migration, parfois c'est du fait de l'adoption à l'international, parfois c'est du fait qu'on est issu d'une histoire d'amour entre un papa parlant une langue et une maman parlant une autre langue. Donc, dans cette situation-là, c'est la sociologie. Et puis voilà, ensuite j'ai abordé quelques aspects pratiques, certains pièges à déjouer, et évidemment, étant médecin, les situations pathologiques, le bégaiement, que j'ai beaucoup à cœur, sur lequel je suis en train de travailler. D'ailleurs, j'accompagne plusieurs étudiantes en orthophonie pour soutenir leur travail de fin d'études sur le sujet. Et il faut savoir qu'il n'y a pour l'instant que 2 études dans le monde sur le sujet, qui sont quand même pas mal biaisées, puisqu'elles ont été faites aux États-Unis chez des enfants qui avaient des conditions de vie qui pronostiquent de mauvais pronostics pour leur développement langagier tout court. Donc là, on va vraiment essayer dans le travail qu'on fait avec ces étudiantes de se focaliser sur le facteur diversité linguistique
et influence sur le bégaiement. Très intéressant, Voilà. le bégaiement, parce qu'il y a il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par le bégaiement. C'est très bien. Et C'est plus aussi, parmi les plurilingues. et plus parmi les plurilingues. Non, mais c'est également aussi bon à savoir que à travers vos travaux, on peut trouver des informations sur le bégaiement. Donc, je vous laisse continuer. Ben voilà, ben moi je vous remercie beaucoup. J'espère à l'occasion venir intervenir du côté de chez vous. Ben, ce serait avec plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt, votre disponibilité. Et puis, nous restons en contact. J'espère que nous échangerons. Nous continuerons à échanger sur l'enfance bilingue pour apporter donc les informations nécessaires dont les parents ont besoin. Ben, je vous remercie encore vivement et puis C'est nous moi qui restons vous en remercie. contact. Ben, à très bientôt, docteur Scola. Voilà. Et je continuerai à suivre assidûment les aventures de la mignonne Tiswiti. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt.